Bonjour et merci de prendre rendez-vous tous les jours avec l'actualité sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes à votre émission Le Tribunal de l'actualité, un rendez-vous pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci également à vous qui nous faites l'amitié en nous suivant sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de cette instance. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Var. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Var. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, la France joue un double jeu et la fin de l'instabilité et du terrorisme dans les pays membres du G5 Sahel passe par le départ des troupes françaises. C'est le diagnostic que posent plusieurs organisations de la société civile qui sont également convaincues justement de la position de la France qui n'est pas très claire. Et justement, dans le cadre justement de cette prise de position-là, on a la COPABF qui partage et soutient justement cet argumentaire-là. Il prévoit une marche le 30 octobre prochain pour se faire entendre. Le porte-parole du mouvement est sur notre plateau. Bayala, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes justement le représentant du mouvement, porte-parole justement de la COPABF. Avec vous, nous allons parler de la présence des troupes françaises en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso et notamment la lutte contre le terrorisme. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette quatrième et avant-dernière convocation de la semaine? Merci, président. Je ne sais pas si je dois dire que je suis choqué ou je suis outré. Je ne sais pas quelle est l'expression employée. Quand j'ai suivi le reportage que notre service de rédaction a livré ce matin au niveau de l'arrondissement 6, quartier Belleville, sur cette école-là qui effectivement défie les autorités judiciaires, sécuritaires, politique et administrative, une école qui devait être fermée l'année dernière, qui n'est pas fermée, qui devait être fermée cette année, qui n'est pas fermée, mais qui prend d'ailleurs une parcelle à usage d'habitation, qui construit un R+, 3 je crois, mais qui fait l'objet de plusieurs plaintes, et puis bon, les lignes ne bougent pas. Donc, de ce que je retiens, il y a une plainte devant la gendarmerie de Boulmiougou, il y a une plainte devant le tribunal de grande instance, et là ils disent que c'est depuis que Maïssa Sireme était procureur, que la plainte a été déposée. Maïssa Sireme a passé la main le 3 octobre 2019, ça fait 2 ans pratiquement, et puis les lignes n'ont pas bougé. Et comme on appelle ça, un ministère qui somme l'établissement de fermer parce qu'il ne répond pas aux normes, mais qui ne ferme pas. Bon, la question qu'on se pose, c'est qui? C'est pour qui cette école? Ou bien qui est derrière lui? Ou qui lui a donné l'argent pour le faire et lui a dit non, ne t'inquiète pas. Parce que j'ai dit bien, c'est à ne rien comprendre. Mais le ministère de l'Habitat, selon également ce que j'ai suivi comme contenu dans le reportage, dit que les travaux doivent être arrêtés. Que c'est même précisé, parce que quand vous dites arrêter les travaux, c'est la peinture en rouge. Tout le monde passe, on est arrêt travaux. Bon, pour certains, c'est des formalités qui ne sont pas administratives, qui ne sont pas remplies. Vous remplissez les formalités administratives et puis vous continuez. On l'a vu sur plusieurs chantiers à Ouaga. Donc, les raisons de fermeture, il y a plusieurs raisons. Donc, après un chantier qui démarre, les gens ne comprennent pas. Mais parfois, c'est des démarches administratives que vous n'avez pas remplies, des documents qui n'ont pas été réglés. Et puis, vous commencez le chantier sans ces autorisations-là. On vous dit d'arrêter. Il y en a qui régularisent et qui continuent naturellement. Il y a des pénalités. Mais maintenant, il y a des cas où c'est le bâtiment, la qualité du bâtiment même qui pose véritablement problème, avec tous les risques qu'on a. Et après, on a vu des bâtiments qui se sont effondrés, qui se sont écroulés à Ouagadougou. Ici, il y a des élèves là-dedans. Il y a des voisins, des riverains. Et un ministère de l'Habitat qui dit « vous ne construisez plus ». Et un ministère de l'Éducation nationale qui dit « l'établissement doit être fermé » à 2 reprises. Et l'établissement ne ferme pas et continue. Et des plaintes devant la gendarmerie, j'ai dit bien de Boulmiougou, de ce que j'ai entendu, gendarmerie de Boulmiougou, devant nos tribunaux, et puis les lignes ne bougent pas. Qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, les gens vont se réveiller un matin, il y a eu un incident, nul ne doit se rendre victime, justice et tout, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Et là, il y a plusieurs entités à interpeller. Le procureur Yoda, le ministre Ouaro, le ministre Benewende. C'est un dossier de plusieurs autres, de plusieurs entités. Et puis bon, la gendarmerie de Boulmiougou, parce que les riverains également disent qu'il y a une plainte au niveau de la gendarmerie de Boulmiougou par rapport à l'affaire. Donc je dis bien, c'est à ne rien comprendre.
l'établissement doit être fermé, les travaux doivent être arrêtés et ça se poursuit. Pourquoi? Mais il y a un parrain derrière. Sincèrement, je suis dépassé, entre guillemets, comme on le dit, quoi. Mais c'est à ne rien comprendre dans ce contexte burkinabé là. Et je pense que ce sont des autorités qui doivent s'assumer parce que quand même, ça en est de trop. 2019, parce que j'ai dit bien et j'ai bien suivi le reportage, M. Ouedraogo dit la plainte est sur la table depuis que Maïs a été, comme on appelle ça, procureur, c'est ce que j'ai retenu. Je vérifie, Maïs est parti, elle a passé la main le 3 octobre 2019. Aujourd'hui, nous sommes au 14 octobre, donc les 2 ans d'ailleurs sont bouclés, plus quelques jours. Et les lignes n'ont pas bougé. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Et qui protège ce monsieur? Parce que ça, je me dis qu'il y a un bouclier quelque part. D'accord. Merci pour cette interpellation. Peut-être que c'est une dame aussi. Hein. Voilà, voilà. Donc peut-être que c'est une dame aussi qui est promotrice. Voilà. Juge Var. Oui, merci Président. Moi, je vais m'intéresser à un rapport, celui de sur la Cour des comptes, hein, si ma mémoire est bonne, voilà, qui a rendu un deuxième travail qui a été fait sur la question des mines, audit de performance de la surveillance et de la réhabilitation environnementale des sites miniers industriels de 2015 à 2019. Un rapport qui est très intéressant parce qu'on connaît aussi ce qu'est le Burkina Faso en termes de production d'or, 4e au niveau africain, 16e au niveau mondial, selon ce que nous dit World Gold Council. Maintenant, est-ce que ça nous rapporte tant que ça et est-ce qu'il n'y a pas des impacts négatifs après? Parce que les mines, on connaît la durée de vie, on connaît ces éléments-là. Et il y a la question environnementale qui est une question qui est ô combien importante. Mais ce qui ressort du rapport, moi c'est ça qui a fait que je l'ai choisi comme avant-propos, c'est que les personnes qui sont l'objet d'enquête, les personnes qui sont interrogées pour savoir s'ils sont conscients des impacts, s'ils sont dérangés par un certain nombre d'éléments et tout. Ces personnes ne savent rien de ce que l'implantation d'une mine peut causer et les mesures environnementales qu'il faut prendre, les encadrements qu'il faut. Donc, en clair, difficile de vous dire, c'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un le problème dans lequel il n'est même pas au courant. C'est-à-dire que ça devient, c'est la réalité dans laquelle on est aussi aujourd'hui. On se lance quelquefois dans de gros projets, mais il faut dire aussi qu'au niveau local, il y a ceux qui devraient travailler aussi à cela. C'est-à-dire qu'on peut se dire que les populations n'ont pas toutes les informations, mais il y a dans l'organisation que nous avons, lorsque nous savons que nous avons une mine que nous allons accueillir et tout, il y a au moins à se poser des questions sur quel pourrait être l'impact de cette donne nouvelle-là. Très souvent, ce qu'on voit, c'est on tire ici, il faut des projets, il faut ceci, il faut cela, il faut financer ceci, il faut financer cela au niveau des populations locales. Mais après, on ne dit pas les enjeux qu'il y a derrière parce que ce qui est utilisé sur la terre elle-même pour pouvoir avoir à la fin cette richesse-là, dans tous les cas, après, on a vu plusieurs mines qui ont fermé, c'est devenu des débats sur ce qu'il faut avant de repartir, parce qu'on ne laisse pas ces gros trous à ciel ouvert avec tout le caractère dangereux qu'il y a aux populations désabusées. Donc ça, c'est des enjeux qui devraient être discutés et qui devraient faire l'objet d'accompagnement, de sorte à ce que même après, ça ne soit pas... On sait que c'est souvent une catastrophe, mais que ce soit gérable. Et je pense que le rapport lui-même met à nu l'obligation en fait de sensibiliser, la question de savoir qu'il y a forcément un impact et puis d'en être conscient. Quelquefois on est un peu trop niais dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est ce que ça ressort aussi. Merci, messieurs les juges. La COPABF organise le 30 octobre prochain à Bobo-Dioulasso une marche pour exiger le départ de la France qui, selon elle, est complice du terrorisme au Sahel. Les mots sont assez durs. Les porte-paroles, en tout cas les premiers responsables de cette coalition, la COPABF, coalition des patriotes de Burkina Faso, sont sur ce plateau et nous avons le porte-parole ce matin. Roland Bayala, bonjour et bienvenue. Bonjour Président et merci. Alors, je l'ai dit, vous avez une prise d'opposition qui est connue, en tout cas depuis longtemps, par rapport à la présence des troupes françaises en Afrique. Vous avez même tenu un point de presse le 5 octobre dernier pour justement partager à l'opinion publique votre position et votre regard sur la situation sécuritaire au Burkina et aussi dans la zone sahélienne. Mais déjà, nous allons parler de questions de généralité.
Parce que lors de ce point de presse, il y avait la question sécuritaire, il y avait aussi la question des relations entre les pays africains et la France, notamment le sommet France-Afrique qui était annoncé en ce moment-là du côté de Montpellier. Vous avez suivi ce qui s'est passé lors de ce sommet, les prises de position qui, quelque part, vont dans le sens de ce que vous défendez. Est-ce que finalement, ce sommet-là a apporté quelque chose? D'abord, avant toute entame de mes propos, permettez-moi, Monsieur le Président, donc, une fois encore, de féliciter, de remercier encore la presse burkinabé, quand même, qui joue un très grand rôle dans cette sensibilisation de la population. Et aussi qui nous accompagne à chaque fois que nous avons vraiment le besoin, nous sentons le besoin de pouvoir nous faire entendre au niveau de nos populations et au niveau aussi de l'Afrique en général. Voilà. Et pour revenir donc à effectivement, votre question, et la COPABF, il faut le dire par définition, est la coalition des patriotes africains. Et c'est depuis le mois de mai que nous avons effectivement commencé nos activités et suite donc à l'attaque de Solane. Et aujourd'hui, ce n'est pas une seule conférence de presse que nous avons eue à notre actif, mais c'est présentement 4 conférences de presse que nous avons eues, dont 2 à Bobo et 2 à Ouaga. Et effectivement, lors du dernier point de presse, nous avons effectivement soulevé un certain nombre de questions. Et à savoir donc l'appel de Montpellier qui effectivement n'était pas du goût de nous qui sommes organisation de la société civile parce que tout a été mal ficelé. Tout a été mal ficelé et donc aujourd'hui, et avec ce point de presse également, nous avons critiqué aussi l'ingérence de la France effectivement dans nos États. Et c'est tout un ensemble de bagages, tout un ensemble de revendications que nous avons à notre actif et contre cette France-là aujourd'hui. D'accord. Alors, quand on parle de la COPABF, beaucoup veulent justement savoir que vaut cette structure, que pèse cette structure, et finalement, quelles sont les organisations qui sont membres de cette coalition. Nous avons aujourd'hui, à ce jour, une quinzaine d'organisations de la société civile, et les plus basées à Bobo et à Ouagadougou, qui effectivement sont dans cette lutte contre l'impérialisme au Burkina Faso. Et aujourd'hui, je peux vous dire concrètement que la COPABF fera une démonstration. Comme on a l'habitude de le dire, nous ne nous vantons de rien. C'est au pied du mur, comme on le dit, que nous voyons le vrai maçon. Et donc nous attendons le 30 octobre à Bobo du Lasso pour faire cette démonstration aux yeux des Burkinabés et aussi aux yeux du monde entier par rapport à ce que nous entendons et faire et de notre pays, le Burkina Faso. Donc la COPABF aujourd'hui pèse et nous allons le démontrer. En termes de structure, est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Nous avons effectivement le groupe Malit, qui est un groupe basé à Bobo et à Ouagadougou, à la Mouvement africain pour l'indépendance. Nous avons également le Faso-Ourien, le FOR, et nous avons, dont moi-même je suis le président. Nous avons également le groupe Kamit, qui est effectivement aussi basé à Bobo et à Ouaga. Nous avons le mouvement La France doit partir, et nous avons les points levés, et nous avons etc. etc. D'accord. Voilà. Monsieur les juges, quelles sont les généralités? Merci. Ce n'est pas la première fois que des actions au niveau du Burkina sont entreprises par rapport à cette lutte-là. Alors ici, on parle de, comment on appelle ça, il y a eu les journées anti-impérialistes. Je me rappelle d'ailleurs que la 4e édition, la marche qui était prévue lors de ces journées avait été interdite par la mairie. Ça avait soulevé le lever du bouclier. Donc il y avait l'ODJ et d'autres entités qui l'organisaient. Donc maintenant, la question c'est de savoir si ces groupes-là sont aussi avec vous dans le cadre de cette organisation. Effectivement, dès le début et dès le lancement de la première conférence de presse à la Bourse du Travail, et au mois de mai, nous avons donc approché une structure de l'ODJ, à savoir les CDAIP, Comité de défense pour les acquis de l'insurrection, et avec qui nous avons commencé au départ. Mais maintenant, pour des questions aussi de stratégie et des questions également de bureaucratie à leur niveau, ils ont préféré donc attendre et observer ce que cela va donner. Alors, il faut le dire, aujourd'hui, les syndicats sont quand même une structure bien organisée et vraiment profonde et puis lourde aussi au niveau donc des actions. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous avons dit, il n'y a pas de souci, comme nous sommes une structure naissante, et nous allons faire le petit bonhomme de chemin, et le résultat va amener chacun à nous suivre. Donc sinon, nous avons la sympathie effectivement de ces organisations-là qui disent qu'en tout cas, de cœur, elles sont avec nous. D'accord. Ces organisations disent qu'elles sont de cœur avec vous, donc maintenant ne vont pas marcher à vos côtés, mais il y avait ces journées. Est-ce que vous aviez pris part à ces journées-là en son temps? Non.
Parce que je pose la question, parce qu'en même temps, les tirs groupés sont beaucoup sur la France. D'ailleurs, la 4e édition qui a été interdite, la marche, parce qu'il y avait les journées là dans l'enceinte de Jean-Pierre Guingané, mais après, il y avait une marche qui a été associée. C'est cette marche qui avait été interdite. Là, c'était en 2019. Le thème d'ailleurs, c'était impérialisme et terrorisme en Afrique, causes et perspectives pour les peuples en lutte pour la libération nationale et sociale. Donc, c'est à peu près dans la même veine, quoi. Mais là, c'est le thème que j'ai lu. Je vais m'arrêter là pour les généralités en attendant. Juge va. Généralité, moi, je vais demander pourquoi Bobo Dioulasso. Ok, Bobo Dioulasso, il faut le dire, est une ville effectivement stratégique. En mémoire, nous avons en mémoire que le ballet, par exemple, lors de son premier lancement, a commencé à Bobo. Et ce n'est pas pour rien. Et effectivement, quand vous voyez, nous avons décidé que cela soit à Bobo. C'est conformément à ce qui s'est passé au Mali. Vous voyez, sur le plan culturel, Bobo est plus proche du Mali. Sur le plan culturel, Bobo est encore plus proche du Mali. Mais aussi sur le plan aussi de la proximité, nous avons aussi Bobo qui est à quelques kilomètres du Mali. Ok. Et il se fait que nous avons eu au préalable à travailler à Bobo. Nous avons des camarades qui sont à Bobo, qui sont vraiment réellement bien implantés à Bobo. Et nous avons dit, chaque fois, c'est la routine que des organisations naissent à Ouaga. Et lorsqu'une organisation doit naître à Ouaga, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de péripéties à l'intérieur qu'on n'arrive même plus, arrivé à un certain moment, à contrôler ces organisations-là. Nous avons préféré Bobo parce que Bobo est un terrain neutre. Nous avons préféré Bobo parce que Bobo a une proximité avec le Mali. Nous avons préféré Bobo parce qu'au niveau de Bobo, nos éléments que nous avions en son temps étaient des éléments qui avaient compris la cause de la Copa BF. Et nous avons préféré aller là-bas et commencer à tout doucement mettre en place nos tentacules afin de pouvoir effectivement mailler tout le territoire bobolais. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une chose faite parce que pendant les vacances, par exemple cette année, nous avons pu rencontrer les autorités coutumières et coutumières et religieuses de Bobo qui nous ont effectivement assuré de leur soutien sans faille et qui nous ont dit au moment opportun, ils seront à nos côtés. Et c'est pour cela que nous avons choisi Bobo. Et après Bobo, nous comptons effectivement venir faire également la grande messe ici à Ouagadougou, la grande démonstration aussi ici à Ouagadougou pour montrer notre détermination sans faille à ce que la France nous lâche tranquille, une fois de plus. D'accord. Alors, dans vos propos, on parle de démonstration, on parle de prouver. On a comme l'impression que vous voulez démontrer quelque chose à quelqu'un. Alors, certains disent que vous êtes pistonné, sinon vous êtes des relais de Kémi Séba. Est-ce que c'est la vérité? Bon, si nous sommes des relais de Kémi Séba, c'est déjà bien. C'est déjà bien, en ce sens que Kémi Séba n'est pas un monstre. Ce que Kémi Séba a fait pour le Burkina Faso et pour l'Afrique, nous le voyons. Et en étant des relais de Kémi Séba, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas cela en fait. Voilà, c'est pour dire que la Copa BF est née de la volonté des jeunes Burkinabés qui ont eu marre d'un certain système qui leur a été imposé depuis des années. Et tout ce nous avons fait, lors de notre première assemblée, nous avons demandé, nous avons lancé des appels à toutes les organisations qui pensent qu'elles sont prêtes réellement à ce que la France a s'engagé pour que la France puisse laisser notre territoire, de nous rejoindre. Et c'est ce qui a donné effectivement toutes ces organisations, lieu à toutes ces organisations de nous rejoindre. Et c'est tout. Et maintenant, quant à Kémi Séba, il est effectivement, il faut le dire, un soutien de taille. Il est un soutien de taille et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup également d'activistes et beaucoup de panafricains aujourd'hui à travers les réseaux sociaux qui nous soutiennent. Et même au Burkina Faso, nous avons effectivement aussi des autorités qui nous soutiennent. Donc ce n'est pas une affaire de Kémi Séba, ce n'est pas une affaire des poulains de Kémi Séba. Non, Kémi Séba intervient à la Copa BF parce que il a sa structure ici qui est l'urgence panafricaniste qui est gérée par un certain Boris. Et Boris, l'urgence panafricaniste fait partie des structures qui ont permis, qui ont œuvré à ce que aussi la Copa BF naisse. Donc les structures fondatrices. Au départ, nous étions 4 structures fondatrices. Et aujourd'hui, avec Kémi Séba également, l'ONG de Kémi Séba qui était également membre de la Copa BF depuis le début. Donc vous comprenez aujourd'hui l'intérêt de Kémi Séba à nous soutenir dans cette lutte. Sinon, nous ne sommes pas des poulains de Kémi Séba. Et même si c'était le cas, je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Alors, l'objet de cette page-là, c'est de réaffirmer votre conviction et poser votre diagnostic, vous l'avez dit, de la situation sécuritaire
en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. Votre diagnostic, il est clair, vous estimez que la France est derrière tout ce qui nous arrive en termes d'attaque. C'est quand même assez dur et c'est des propos, je dirais, assez osés. Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de faire de telles affirmations? D'accord. Ici, et même le petit qui naît aujourd'hui, qui grandit et qui a un certain nombre d'âge, lorsqu'on lui explique et lorsqu'il regarde autour de lui ce qui se passe en termes de coopération avec la France, on n'a même pas besoin de demander à ce petit-là qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les accords qui avaient été signés, des accords secrets qui avaient été signés entre la France et certains de nos États, au niveau de ces accords, je peux citer les accords militaires, où il était stipulé clairement que la France devait venir en aide lorsque un de ces pays avec qui elle a eu des relations, elle a signé des pactes, lorsqu'un de ces pays était attaqué. Aujourd'hui, le phénomène du terrorisme est là, est une réalité depuis plusieurs années, aujourd'hui au Burkina Faso et dans le Sahel. Qu'est-ce que la France fait pour que cela ne puisse pas se faire? Nous avons des frères militaires aujourd'hui qui se plaignent, au tout début, qui se sont plaints parce qu'ils n'avaient pas des armes nécessaires, des armes de pointe pour pouvoir faire face à l'ennemi. Alors que dans un de ces accords, il est stipulé clairement que nous ne pouvons pas, à cause des accords qui nous lient à la France, aller acheter des armes avec un autre pays. Alors que la France est parmi les premiers pays qui vendent des armes dans le monde. Et bizarrement, nous sommes attaqués par les terroristes. Notre armée dit qu'elle n'a pas les armes nécessaires pour attaquer, pour faire face à l'ennemi. Et maintenant, dans ces accords, la France nous dit qu'on ne peut pas acheter des armes ailleurs, mais elle ne peut pas, elle aussi, nous offrir des armes adéquates pour pouvoir faire face au terrorisme. Vous avez vu l'exemple de la Centrafrique, qui est vraiment un exemple palpable, où la France a carrément refusé de donner des armes pour combattre. Ce n'est l'intervention de la Russie qui a permis au président centrafricain de pouvoir faire face à ces rebelles. Aujourd'hui, c'est le cas au Burkina. Nous n'avons pas d'armes. Et même les engins, aujourd'hui, nous avons dit que la formation, prenons l'exemple aussi de la formation militaire. Dans un de ces accords, il était stipulé clairement que c'est la France qui devait former notre armée pour qu'elle puisse faire face à tout ce qui va venir comme difficulté. Et depuis plus de 50 ans, nous sommes avec la France, à travers ces accords. Et notre armée n'a pas la possibilité aujourd'hui de sécuriser les 4 coins de nos frontières. Donc il y a matière à se poser beaucoup de questions. En tant qu'enseignant, je prends un exemple. Un enseignant qui est dans une classe, qui a tenu des élèves du CP1 au CM2. Et arrivé au CM2, il se plaint, ce même enseignant se plaint parce que les élèves n'arrivent pas à lire. Ils n'arrivent pas à lire correctement, ils n'arrivent pas à mener des opérations de calcul. Ce n'est pas seulement à l'élève qu'il faut se plaindre, mais tout simplement, il faut se poser la question si l'enseignant est un enseignant de qualité. Et donc, pour dire que toutes ces formations qui ont eu lieu sur le sol et qui ont eu lieu même en France à l'époque ont été des formations qui ont été données par des agents français. Mais pourquoi jusqu'à présent, ces techniques de guerre ne sont pas mises en œuvre pour qu'on puisse nous débarrasser du terrorisme? Il y a cela. Il y a aussi la question du franc CFA, qui est également une question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette question, comment on peut comprendre aujourd'hui que la monnaie, on nous appelle des pays indépendants, et cela depuis 1960. Et notre monnaie est toujours gardée, est toujours fabriquée à l'extérieur du pays. Je prends encore un exemple palpable. Aujourd'hui, les terroristes, on ne sait pas où ils gagnent leur financement. Mais nous savons que c'est la France qui fabrique ses billets de banque à Chamalières. Et ces terroristes, aujourd'hui, donnent ces billets de banque à la BCEAO qui, à travers les ramifications des différentes banques, arrive à distribuer cette somme-là. Mais aujourd'hui, les terroristes, ils ont tout ce qu'ils veulent pour pouvoir attaquer. Ils ont des engins, ils ont des armes, ils ont la nourriture comme ils veulent. Pour vivre dans le désert, il faut quand même avoir certains loisirs pour pouvoir vivre dans le désert. Mais eux, ils sont là-bas, on ne sait pas où ils sont. Ils ont même des engins sophistiqués que nous n'avons pas. Mais ça vient d'où? Le carburant des terroristes, c'est ravitaillé par qui? Voilà ces questions. Et donc c'est très simple. Nous disons que si c'est la France qui est garant de notre monnaie, c'est la France effectivement qui fabrique cet argent et aussi va déverser cet argent aux terroristes qui prennent cet argent pour faire ce qu'ils veulent.
Ça aussi, c'est une possibilité, c'est une probabilité. Finalement, vous écoutez, vous n'avez pas de preuves, vous faites des déductions. Ça, c'est une preuve. Ce n'est pas des déductions. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Mais vous avez dit que c'est une possibilité, ça, c'est pas une preuve. Oui, effectivement, c'est une possibilité. Mais est-ce que le franc CFA n'est pas une preuve? Est-ce qu'aujourd'hui, la preuve, est-ce que le franc CFA n'est pas fabriqué à Chamalières? Non, moi, la première preuve d'ailleurs que je voulais, c'est sur les accords qui stipulent que nous ne pouvons pas payer des armes avec un autre pays autre que la France. Est-ce que vous avez ces preuves-là? Mais ce sont des accords secrets. Ce sont des accords secrets. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que d'ailleurs nous dénonçons, il y a ces différents accords qui sont... Je n'ai pas demandé la nature de l'accord. Oui. J'ai demandé, parce que même les accords secrets, il y en a qui arrivent à en avoir. Moi, donc, ce n'est pas la nature de l'accord qui m'intéresse. Je voulais savoir si vous avez les preuves. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de parler de preuves lorsque la chose se vit sur le terrain? Monsieur le juge, vous avez vécu ça combien de fois? Pardon? Vous avez vécu ça combien de fois sur le terrain? Pas nous. Vous-même, vous avez vécu ça combien de fois? Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a la possibilité d'acheter des armes ailleurs? C'est ce qu'il faut se poser comme... Monsieur, ça ne vaut même pas un mois, le Burkina a conclu un accord avec la Turquie pour l'industrialisation et la maintenance des armes. Vous allez me dire que c'est la France qui a validé le dossier? Mais bien sûr. Puisque tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la France qui est derrière. Vous avez la preuve que c'est la France qui a validé le dossier? C'est ce que je dis. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, si la France n'avait pas donné son accord, le président Kaboré n'allait pas avoir cette possibilité d'aller le faire. Je voudrais savoir si vous avez la preuve que la France a validé le dossier avant que le Burkina ne conclue ses accords avec la Turquie. Parce que ce qui a été dit en Conseil des ministres, c'est le fruit c'est un travail depuis 2019. C'est des accords qui datent de depuis 2019, maintenant qui est en voie d'être, c'est-à-dire officialisé, entériné officiellement, mais il faut passer par le circuit normal. Le Conseil des ministres, après ça part à l'Assemblée nationale, avec l'onction de nos députés, pour que maintenant les autres aspects de cette collaboration-là puissent être enclenchés. Maintenant, si vous me dites que pour conclure effectivement, parce que quand on parle d'industrialisation et de maintenance, c'est-à-dire c'est fabrication et réparation, sur le sol burkinabé, c'est ce que ça veut dire, si je comprends bien les termes. Parce qu'il ne s'agit pas voilà. Maintenant, j'ai dit, mais la question que moi je vous pose, c'est, parce que vous dites sans l'accord de la France, vous dites si. Avec les si, voilà. Donc moi je vous pose la question, est-ce que vous avez la preuve que la France a donné son accord au Burkina pour le faire? Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans le secret des dieux pour le dire, mais c'est ce qui se passe dans la sous-région. Nous prenons aussi à témoin. Le Burkina Faso n'a pas de grande différence avec le Mali. Le Burkina Faso n'a pas de grande différence avec le Mali. Ouais, vous avez suivi les événements. La dernière fois, nous avons suivi les événements au Mali. Vous avez suivi ce que les autorités maliennes ont pu dire sur les ondes. Vous avez suivi également ce qui s'est passé en Centrafrique avec le président Touadéra, qui a effectivement aussi donné certaines mesures. Touadéra n'a pas dit que la France l'empêche de payer des armes. J'ai bien écouté la chronique d'Alain Foka. Oui. Et Alain a dit que compte tenu de l'embargo qui pesait sur la Centrafrique ne pouvait pas payer d'armes et a demandé effectivement à la France, qui a justifié le blocage par la Russie. Mais quand ça a été réglé, la Russie a doté, comme on appelle ça, la Centrafrique par les armes. Ce qui est là, il y avait un embargo, vrai ou faux? Oui, effectivement, il y avait un embargo. Il y avait un embargo. Mais maintenant, c'est le départ de Sangaris qui créait effectivement un problème. Parce qu'il n'a pas été dit qu'on leur refuse en tant qu'État souverain l'achat. C'est parce qu'il y avait un embargo que la France a exploité. Je suis d'accord que la France a exploité l'embargo pour ne pas dire la vérité à la Centrafrique sur la base de ce que j'ai entendu, mais je ne crois pas que le vrai problème c'était l'interdiction formelle d'achat d'armes avec un autre pays sans passer par nous. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que je suis intéressé de savoir, est-ce que vous avez la preuve qu'il y a eu une interdiction formelle de payer des armes avec un autre pays sans passer par la France? Je voudrais savoir. Aujourd'hui, vous me dites que les accords secrets, si vous me dites que les accords secrets ne sont pas une réalité. C'est vous qui avez parlé d'accords secrets. Je n'ai pas dit que ce n'est pas une réalité. J'ai dit... Et moi, je m'appuie effectivement sur ces accords secrets aussi pour dire qu'il y a effectivement eu des accords. Et quand je prends l'exemple du franc CFA, qui font partie effectivement de ces prétendus accords, est-ce que le franc CFA n'est pas une réalité? Est-ce que le franc CFA n'est pas fabriqué à Chamalières, par exemple? Est-ce pour autant, vous allez me poser la question pour dire, bon, parce que le franc CFA, parce que le franc CFA est fabriqué à Chamalières, que le franc CFA, la France ne fait pas de blocage quant à ce que nous-mêmes nous puissions fabriquer nos propres francs? Ça, ce sont des réalités, c'est ce qu'on appelle des réalités qui existent au sein de nos États. J'arrive. Parce qu'il faut qu'on situe les responsabilités. Vous êtes là à Boulet-Rouge, la France, oui. Mais en face aussi, il y a la responsabilité aussi des États.
Et le Mali est en train de s'assumer autrement. Ça, c'est la responsabilité du Mali. Okay. Thomas Sankara a dit il faut qu'on s'assume pleinement. On en avait notre fabrique de munitions à Gounger, au pied de l'échangeur à gauche. Le Burkina fabriquait déjà ses munitions. Comment on appelle ça? Le Rwanda n'a pas eu besoin de la France pour rejoindre le Commonwealth. Même si aujourd'hui, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, est présidée par une Rwandaise. Donc, en face, il y a une France à culpabiliser, à qui il faut... Voilà. Mais en face aussi, il y a de la responsabilité de nos États qui doivent s'assumer clairement. Et ça, moi, je vous entends, moi, sur l'exigence qui est faite à nos chefs d'État. C'est sûr, vous parlez d'accords, mais c'est sur la base de ces accords de coopération également que l'argent est versé ici. Macron tient son sommet le 8. Les jeunes Burkinabés, les jeunes Africains demandent de curer la marmite avant d'envoyer encore. Mais le 9, nous avions réceptionné 146 ou 142 salles de classe d'un coût de 2 milliards de francs CFA financés par l'AFD. Quelques jours après, c'est l'Union européenne qui annonce un appui de l'argent de 6,5 milliards pour appuyer et renforcer notre justice. Dans la même foulée, dans l'espace de le même week-end, c'est cette même France encore qui promet 30 millions d'euros pour renforcer la démocratie. J'ai même posé la question à une qui était à Montpellier. Est-ce que la marmite a été curée avant que les 30 millions ne tombent dans comment on appelle ça, dans la marmite? Donc c'est la question fondamentale que moi je pose. Il y a aussi la responsabilité de nous, Africains. C'est juste. Donc, chaîne, oui, mais est-ce que nous nous sommes même débattus nous-mêmes pour nous libérer de ces chaînes-là? C'est la question fondamentale que je me pose. Ok, donc permettez-moi de rebondir un peu sur effectivement cette question. Aujourd'hui, nous avons estimé que, c'est vrai, lorsqu'il y a la bagarre, il y a forcément deux camps. Il y a un camp qui fait la bagarre à l'autre camp. Effectivement, il y a aussi une responsabilité au niveau de nos États, de nos chefs, de ceux qui dirigent nos États, mais même aussi au niveau de la population aussi. Donc la responsabilité, c'est vrai, est partagée. Mais nous avons dit quoi? Et lorsque, dans ta maison est bien construite, et quand il y a toujours un agent externe qui a toujours ses tentacules au niveau de ta maison, quel que soit ce que tu vas faire, cela va créer toujours des soucis. Et quel que soit ce que le président, par exemple, Roch Marc Christian Kaboré, va faire s'il n'est pas soutenu. Je prends un exemple. Vous êtes à la place du président Roch aujourd'hui. On dit, bon, comme la France n'est pas seule à être responsable de ce qui se passe au Burkina Faso, comme difficulté partout ailleurs en Afrique, nous allons demander au président aussi de prendre ses responsabilités. Et le président maintenant regarde derrière lui. Il regarde derrière lui, il se rend compte que est-ce que réellement j'ai de la masse capable de pouvoir me soutenir? Parce qu'il y a quand même l'histoire qui nous rappelle qu'il y a un certain Thomas Sankara qui a aussi osé, mais comment ça s'est terminé? Et à l'époque, est-ce qu'il y a eu une population aussi forte pour pouvoir soutenir ce dernier? Il y a cette possibilité que aussi nos chefs d'État se mettent en tête. Ils se disent, est-ce qu'aujourd'hui, si je décide de prendre mon destin en main et je dis à la France, effectivement, je veux être indépendant sur tous les plans, est-ce que cette population-là, si la France décide de me taper là-dessus, est-ce que cette population sera prête à le faire? Aujourd'hui, je pense que ce que nous reprochons effectivement à nos dirigeants, c'est ce courage. C'est ce courage aujourd'hui que la majorité de nos chefs d'État n'ont pas pour pouvoir faire face. Sinon, chacun a sa part de responsabilité. Quand nous prenons l'exemple de la corruption aujourd'hui au Burkina Faso, effectivement, la France a une responsabilité, mais aussi nos dirigeants aussi ont leur part de responsabilité parce qu'ils n'arrivent pas également à être ces patriotes dont la population a besoin pour pouvoir faire face à tout cela. Donc il faut réellement du courage. Et sur tous les plateaux, nous n'avons cessé de le dire. Nous avons fait des appels au président. Nous avons demandé au président Kaboré aussi effectivement de prendre en main son courage et de dire oui, effectivement, il y a certaines mesures. Oui, également, il y avait des accords entre nous. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes souverains. Et pour cela, j'ai besoin que vous me laissez faire ceci et cela. Et nous allons soutenir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas contre un chef d'État parce qu'il ne fait pas ce que la France veut. Non. Au contraire, tout chef d'État qui va essayer d'aller dans ce sens, nous allons le soutenir. C'est ce que nous avons dit. Okay. Je finis à deux faits différents. J'exemple rapidement pour passer la parole à juge. Le premier fait que j'ai aussi dénoncé, c'est en Côte d'Ivoire. Lors de la rébellion, le 43e BIMA installé en Côte d'Ivoire, c'est une base militaire, tout le monde connaît l'emplacement. Pendant la rébellion, elle n'a pas bougé, comment on appelle ça, ils n'ont pas bougé. Alors que les accords entre la Côte d'Ivoire et la France sur cette affaire-là est clair.
sont claires, par exemple, si le territoire est agressé par un ennemi extérieur, ils sont en devoir effectivement d'appuyer les forces régulières ivoiriennes. Ça ne l'a pas été fait, ça a suscité de l'incompréhension en son temps. Là, effectivement, jusqu'à présent, personne n'a compris une telle attitude de la France. Deuxième fait, c'est au Burkina. Je l'ai plusieurs fois répété ici, où quand notre chef d'état-major, l'ancien et des anciens, Louis Joanny Yamégo, a voulu réparer nos avions, l'attaché en défense militaire à l'ambassade a dit tu ne le fais pas, il a dit nous allons le faire avec tout ce qui va avec. Après c'est le président Blaise Compaoré lui-même qui demande à l'officier burkinabé de laisser tomber. Ici, s'il faut dénoncer l'attitude de l'attaché en défense, il faut également s'interroger sur la responsabilité du chef de l'État d'alors. C'est sa responsabilité. L'attaché en défense est aussi dans son rôle de défendre son pays. Il n'y a pas d'amis. C'est une question d'intérêt et d'hommes et de personnalités qui s'affirment. Le colonel s'est assumé, le chef de l'État ne s'était pas assumé en son temps conséquemment. Est-ce qu'ici c'est sûrement la faute de la France? Il y a une responsabilité partagée et c'est ça que moi je veux qu'on parle de ça. Parce que j'ai dit bien, en face, il y a une responsabilité à partager. Nous avons des dirigeants qui font de la surfacturation dans les questions d'armes, qui font de la corruption. Les forces gilets pare-balles au Burkina, on les a vus. Des chaussures qui ne existent pas, on les a vus. C'est la France qui a dit de surfacturer, c'est la France qui a dit de faire la corruption. Non. On a des dirigeants également à qui il faut demander des comptes. Et là, je vous entends moins. C'est la France qui appelle quelqu'un pour dire faire de la surfacturation. Même dans la commande d'armes. Au Mali, on l'a vu. Au Burkina, on entend ces rumeurs-là. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Donc, j'ai dit, il y a des responsabilités aussi à situer. Maintenant, comme vous dites que vous avez des accords, ceci, vous n'arrivez pas à porter la preuve, je ne sais pas. C'était un commentaire. D'accord. Le juge va. Je pense que Bernard Boumba a mis les pieds dans les plats. Parce que pour notre convoqué du jour, on est beaucoup plus dans des images, dans la parabole, pour nous faire comprendre un peu les grèves qui sont les siennes, mais moins dans les faits et dans la preuve. Maintenant, moi, la question que je me pose, est-ce que c'est vrai, on connaît l'histoire entre la France et ses anciennes colonies aujourd'hui et tout. Est-ce que ça ne fait pas de la France le bon client, le souffre-douleur parfait, l'objet de mobilisation facile et est-ce que c'est pas ça à la fin? Est-ce qu'il ne faut pas revoir les choses autrement, comme disait Bernard? Si on est si convaincu de l'autodétermination, ça commence par se poser les questions sur nous-mêmes. Et ça, c'est important. Ok, effectivement, ce que vous dites, c'est une réalité, comme je l'avais dit au juge Bougoumé, effectivement, que nous avons une responsabilité de la France qui est là, mais il y a aussi une responsabilité de nos autorités et même de nos populations aussi dans cette lutte. Voilà, lorsque, je ne sais pas, lorsque le juge, par exemple, Bougoumé me dit qu'il n'y a pas de preuves palpables, est-ce que lorsque je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, j'ai demandé la preuve. Ok, et effectivement, quand quelqu'un vous parle d'accords secrets qui ont été divulgués par le canal des réseaux sociaux et également aussi des preuves également, quelqu'un vous parle de secrets également qui ont été effectivement divulgués aussi, mais ces secrets, quand vous regardez sur le terrain, vous vous rendez compte que tout ce qui a été dit, c'est ce que nous vivons. Vous avez besoin de quelles preuves aujourd'hui? Vous avez besoin de quelles preuves? D'autant plus qu'on vous parle de secrets, d'autant plus qu'on vous parle effectivement de fuites. Il y a beaucoup de documents aujourd'hui que nous avons et aujourd'hui qui font preuve de ce qui se passe à l'intérieur de nos États. Et c'est ce que nous avons dénoncé dès le départ. Nous ne pouvons pas, il serait compliqué de demander même au chef de l'État. Il ne va jamais vous dire qu'il y a eu des accords secrets entre nous. Il ne va jamais vous dire parce qu'on n'a jamais appelé l'Assemblée nationale pour pouvoir voter une loi allant dans ce sens. Et ça se fait entre dirigeants. Voilà. Donc, lorsque vous dites qu'il n'y a pas de preuve, moi je dis non. Le CFA est une preuve. Je dis non. L'armée française qui est là, à Cambouensin, c'est une preuve qu'il y a une coopération. Donc, aujourd'hui, pour vous répondre, effectivement, je pense que nous ne naviguons pas dans le néant. C'est parce que des choses se sont faites aussi dans nos États. C'est parce que nous voyons que nous n'avons pas cette possibilité de faire ce que nous voulons de nos pays. Et c'est pour tout cela que nous pensons qu'aujourd'hui, la personne avec qui, l'État avec lequel nous avons signé ces prétendus accords, et cet État qui est sur le terrain au Sahel, qui n'arrive pas, comme prévu, à sécuriser nos frontières, on dit qu'il y a matière à se poser la question. Nous avons dit quoi? Dans la coopération, nous avons demandé à nos autorités
de pouvoir diversifier ces sources de coopération. De diversifier ces sources de coopération, quel que soit ce qui va arriver. Et même à l'occasion, à Koudougou, de la Journée nationale de la jeunesse, il y a eu effectivement le président de la jeunesse qui a effectivement lancé aussi cet appel à l'endroit de nos autorités en disant de permettre la diversification de nos États et de tout ce que nous avons comme coopération. Et donc c'est dans cette veine que nous sommes aujourd'hui, nous nous inscrivons. Oui, quand vous parlez par exemple du franc CFA, pour être concret par exemple sur un sujet, il y avait l'opportunité avec l'ECO de pouvoir aller en système de change flottant avec la monnaie comme l'euro ou par ricochet, l'euro c'est par ricochet, mais avec la monnaie française elle-même qui n'existe plus. Mais ce qu'on a regardé dans les débats, c'est quoi? C'est le précaré français qui semble tenir lui-même à cette monnaie-là et dans sa forme qui fait controverse, parce que c'est comme un genre de bouée de sauvetage pour eux. Ils ont beaucoup plus confiance. C'est comme ça qu'on a vu la chose. Alors que le Nigeria, qui est un mastodonte, posait le problème de l'arribage, le Ghana aussi, c'est-à-dire que des pays qui ont souffert en construisant leur monnaie demandent à ce qu'on ne garde pas le cordon. Mais nous, quelques jours après, on s'est retrouvés à Abidjan. Et puis on a fait baptême des baptêmes, on a changé de nom, on n'a pas changé la forme. Mais ça, c'est pas... je veux dire, c'est... Quand on dit autodétermination, il n'y a pas moyen plus... Il n'y a pas opportunité plus que ça pour s'affirmer. Est-ce que quand on questionne, on veut questionner les responsabilités ici, il ne faudrait pas avoir le regard plus introspectif du manque de courage qu'on a nous-mêmes? Effectivement, par rapport à ce franc CFA et à l'écho qui est en train de naître, nous avons aussi, à travers nos canaux de communication, nous avons dénoncé un fait. Aujourd'hui, l'écho qui est en train de poser problème, effectivement, pose problème parce que ce n'est pas tel que les États l'ont voulu. Aujourd'hui, il y a une question. Pourquoi est-ce que toujours, malgré cette nouvelle monnaie, il se fait que cette monnaie doit être fabriquée toujours en France? Il y a une question là-bas. Pourquoi est-ce que la monnaie doit être toujours fabriquée en France? Et pourquoi forcément, dans cette monnaie, on ne nous laisse pas la possibilité de pouvoir travailler, à nous mettre ensemble avec les États que nous voulons? Kadhafi, je pense, à son temps, avait voulu effectivement créer une monnaie commune pour toute l'Afrique. Et c'est d'ailleurs, comme on le pense, ce qui même a été à l'origine de ce qui lui est arrivé. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est une possibilité que les États ont, effectivement, comme vous l'avez dit, de pouvoir aller vers une monnaie qu'ils veulent. Mais si les bases de cette monnaie ne sont toujours pas claires, c'est vrai, le Nigeria ne va jamais accepter cela, le Ghana ne va jamais l'accepter, parce qu'il y a toujours anguille sur roche. Voilà. Tant que cette monnaie sera fabriquée là-bas, et le Nigeria, le Ghana, ce sont des pays qui ont le contrôle de leur monnaie à 100%. C'est ce que nous voulons. Pour que l'éco soit à l'image de nos pays africains, il serait intéressant effectivement que nous ayons le contrôle à 100%. Ils ont dit effectivement qu'il y aura le gouverneur français qui siégeait au niveau de la BCAO, ils ne seront plus. Effectivement, le côté arrimage également sera plus vers l'euro. Mais il y a encore des choses. On ne parle pas du côté de comment on appelle ça, et la valeur de la monnaie pour les Africains. Est-ce que, par exemple, tel que nous l'observons aujourd'hui, un franc CFA, un franc français qui n'existe même plus, va être égal toujours à 655 francs. Il y a toutes ces questions qui sont autour, qui ne sont pas claires aujourd'hui, qui font que je pense que ce n'est pas effectivement une chose qui peut nous amener à accepter l'éco. Moi, quand je vous écoute, je dis, si on ne nous laisse pas, c'est comme, c'est comme l'esclave éternel qui a besoin de l'aval de je ne sais qui, alors qu'il est indépendant. Il assume par lui-même le tracé de ce qu'il veut pour demain. Je pense que c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Vous, on vous reçoit en tant que panafricaniste, vous devez transpirer cela. Quand j'entends toujours, si on ne nous permet pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait des chaînes, qu'est-ce qu'on fait du papier qu'on a eu, même si les chaînes demeurent. C'est à nous de pouvoir nous délier. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Dans votre point de presse que vous avez fait la dernière fois, le 5 octobre, vous enjoignez le Burkina Faso de faire comme le Mali. Ça voulait dire quoi?
De prendre tout simplement ses responsabilités comme le Mali a eu à le faire. D'abord, au niveau de la population, nous avons appelé la population à sortir massivement lorsque nous lançons des cris de cœur pour une mobilisation, pour une prise de conscience de la jeunesse, pour que aussi nous puissions nous-mêmes décider de ce que nous voulons. Mais aussi au niveau des autorités. Voilà, quand vous dites que dans nos propos, on ne fait pas trop acte aux autorités, je dis non. Nous avons effectivement lancé un appel à l'endroit de nos autorités en leur demandant de regarder, de voir comme ce que le Mali a fait. Puisque le Mali aussi a diversifié, a eu le courage, parce que ce pays était réellement dos au mur, a pris le courage et a demandé à ce qu'une autre force vienne à la rescousse du peuple et de l'armée et malienne. Et c'est ce que nous avons demandé au Burkina Faso, c'est cet appel que nous avons lancé au niveau de la population et au niveau de nos autorités. Je suis un peu surpris parce que si vous écoutez vous-même les propos de Macron Emmanuel, président français, il reprochait un peu même au Burkina d'avoir décidé tout seul de faire face à son terrorisme. Il l'a dit. Oui, il l'a dit. Il dit le Burkina a décidé de donner sa propre réponse. Au Mali, bien au contraire, il y a une forte présence française sur laquelle le Mali compte beaucoup. Et c'est après l'annonce du retrait que le Mali dit il aurait un vide, autant que je me permette d'avoir quelqu'un d'autre, d'avoir une alternative, d'avoir un plan B. Et il y a encore une autre force étrangère, des forces étrangères avec lesquelles on entend combler ce vide-là. Vous dites le Burkina n'a qu'à faire comme le Mali. Si je vous écoute logique pour logique, panafricaniste que vous êtes, vous auriez peut-être dit le Mali devrait faire comme le Burkina. Et pourquoi le Mali devrait faire comme le Burkina? Donc vous pensez que le Burkina, actuellement où nous sommes, le Burkina est en paix? Vous pensez que le Burkina... Ce que je dis, c'est que Macron, que vous fustigez, lui-même dit que le Burkina a décidé lui seul de répondre à sa question terroriste selon sa méthode. Mais ça, c'est ce que Macron dit au niveau des médias. Et c'est un reproche d'ailleurs qu'il fait. Voilà. Mais ça, c'est ce que Macron dit. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que l'armée française n'est pas au Burkina Faso? Je vous repose la question, même monsieur le juge. Est-ce que l'armée française n'est pas au Burkina Faso? Dans la même proportion que le Mali avec les opérations qu'on voit. Il y a une présence effective de l'armée française au Burkina Faso et dans notre Sahel. Voilà. Il y a une présence, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette présence-là permet de pouvoir garantir, de pouvoir sauvegarder les différentes frontières? Peut-être pour appuyer la question de juge Vara, est-ce qu'il n'y a pas lieu de chercher des solutions endogènes, plutôt comme vous l'avez dit, que l'esclave change de maître? Parce que la Russie aussi est une force étrangère. Vous parlez de l'option russe. Nous l'avons dit, la solution endogène est la première solution que nous avons proposée. Mais présentement, du point de vue de l'armée, est-ce que le Burkina Faso a l'arsenal nécessaire pour pouvoir faire face à l'armée? Si nous prenons l'exemple, nous disons que le Burkina Faso compte sur lui-même. Mais le Burkina Faso, aujourd'hui, dans cette lutte contre le terrorisme, a besoin de drones. Est-ce que le Burkina Faso peut à lui-même fabriquer seul les drones? Il faut du temps. Même si on a la capacité, il faut du temps. Et aussi, dans la formation de tout ce qui est comme dans la formation de notre armée, la lutte contre le terrorisme, la formation contre la formation terroriste n'est pas une même formation comme on a l'habitude de le voir sur le terrain. Que notre armée aille se former comme une guerre légale qui se fait sur le terrain. Non, c'est pas dans ce sens. Il y a effectivement aussi des dispositifs et des moyens de renseignement adéquat à mettre en œuvre pour que nous puissions arriver à ce terrorisme, à pouvoir faire face à ce terrorisme. Mais aujourd'hui, l'armée burkinabé, en termes de logistique, il y a un problème. L'armée burkinabé, en termes d'armement, a un problème. Voilà pourquoi nous disons, présentement, il y a urgence sur le terrain. Les populations meurent de jour comme de nuit. Il y a des déplacés, des milliers de déplacés, chaque fois. Il y a aussi des terres qui sont arrachées, du bétail qui est volé. Et tout cela, ça se passe présentement. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Nous comptons sur des solutions endogènes. Effectivement, il y a eu des VDP qui ont été mis en place. Mais les VDP, même quand ces VDP sont sur le terrain, il y a eu des témoignages. Il y a des problèmes d'armement. Il y a des problèmes également de renseignement. Il y a des problèmes aussi de coordination. Il y a tout un tas de choses qui sont présentement, alors qu'on ne fait qu'être tué tous les jours par les terroristes. C'est ce que nous avons dit lors de la conférence de presse. Nous avons dit qu'effectivement, pour l'instant, pour permettre à l'armée de souffler, pour permettre à l'armée de pouvoir avoir le contrôle des 4 coins de notre pays,
s'il y a la possibilité que nous allons voir ailleurs, allons-y. Appelons des gens à la rescousse qui viendront nous aider à sécuriser un tant soit peu nos frontières. Moi, je vous comprends. Et par la suite, maintenant, nous reviendrons maintenant permettre à notre armée de prendre le dessus. À ce moment, ces coopérations nous permettront de pouvoir avoir tout ce dont nous avons besoin. Nous parlons en termes de coopération. Mais si il faut attendre que cette coopération vienne, et il faut compter d'abord sur nos propres forces de façon endogène, est-ce que cela ne va pas prendre le temps pour l'organisation? C'est là que nous devons poser comme question. J'ai dit que je ne vous comprends pas. Vous chassez une armée étrangère, vous voulez accueillir d'autres armées étrangères. Moi, je ne comprends pas. Et panafricaniste qui dit que bon, en attendant de parfaire nos forces endogènes, voyons comment on peut continuer de dormir sur la natte de l'autre. Je ne vous comprends pas. Nous ne dormons pas sur la natte de l'autre. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire par là. Ah, vous êtes difficile à comprendre. Aujourd'hui, le Mali n'a pas appelé la Russie, Wagner par exemple, à venir jouer le même rôle que la France impérialiste jouait. Non. C'est une coopération qui a été mise en place. Vous ne savez même pas encore, puisque Wagner, c'est maintenant que ça va commencer peut-être. Parce que pour le Mali, c'est encore même... Non, mais il y a un député, quand même une responsabilité malienne qui est sortie sur les écrans et qui l'a dit clairement. Et je vais parler de Ben le cerveau. Il a dit clairement qu'il n'y a pas de souci en son temps, parce qu'ils avaient dit, dans les contrats, il a été stipulé clairement qu'une fois que Wagner vient, c'est 7 mois, ils auront 7 mois. Dans le contrat, ça a été bien stipulé, il a dit, c'est une autorité. Mais voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont vous faites abstraction. Hein. C'est que on est en train de parler du caractère impérieux de l'Afrique, de s'autodéterminer dans tous les sens du terme, dans toutes les dimensions, militaires, politiques et autres. Maintenant, sur le plan sécuritaire, et ça va d'un choix d'abord, qui est celui de se donner les bons moyens, de faire les bons recrutements pour pouvoir répondre de façon efficiente. On parle d'un terrorisme, c'est pas une guerre classique. C'est-à-dire que même si vous avez toutes les armes que vous voulez, tant qu'ils vont continuer de recruter sur votre sol, il y aura des gens qui vont se faire exploser, il y aura des gens qui vont mourir. Ça, c'est une réalité. Mais en tant quel choix vous faites? Le Burkina a fait son choix. Jusqu'à présent, ce qu'on voit, c'est un peu plus différent que ce que vous dites aujourd'hui. Maintenant, on a un Sahel qui est devenu le terrain d'affrontement de grandes puissances. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'on change Pierre pour Paul, et donc, parce qu'on a un sentiment contre X et un cordon qu'on pense que historiquement il faut maintenant le couper, et que l'autre n'est pas plus impérialiste que celui qui va partir. J'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire qu'avec la Russie, on n'a pas les mêmes visées, on n'a pas la même façon de faire. C'est des puissances. Elle phagocyte. Poutine, c'est pour son peuple. Macron, c'est pour son peuple. Vous voulez que ce soit différent, comment? Ok. J'ai l'impression que quand on vous écoute, avec la Russie, ça sera différent. Juge Boukma? Oui. Il a dit que moi j'ai dit qu'il n'y a pas de preuves. Je n'ai pas dit ça. J'ai demandé, est-ce que vous avez des preuves? C'est vous qui dites que vous n'en avez pas. Et donc j'ai fait le constat que vous n'avez pas de preuves. Donc je n'ai pas affirmé qu'il n'y a pas de preuves. Sur l'accord, les accords, vous avez dit que c'est des accords secrets, comment on peut les obtenir? J'ai dit, je voudrais savoir, même si les accords sont secrets, vous avez réussi à les avoir. Parce que c'est possible aussi. Il y a des accords secrets qui ont fuité. Peut-être que vous en avez. Donc, ce n'est pas moi qui dis qu'il n'y a pas de preuve. C'est vous qui dites que vous n'en avez pas. Moi, j'ai juste fait un constat que vous n'en avez pas. Deuxième fait. Vous dites que la preuve, c'est le franc CFA, chamalière. Oui, ça, c'est connu. Tout le monde sait où la monnaie se tape, les conditions. Et à Abidjan, Macron a été clair. Je cite, « C'est en entendant votre jeunesse que j'ai voulu engager cette réforme. » C'est une idée que lui, il a voulu. C'est lui qui a voulu. Quelle jeunesse? Écoutez, il s'adressait au président, comment on appelle ça, ivoirien. Donc, et en même temps aux États comment on appelle ça, de l'espace UEMOA. C'est en entendant votre jeunesse que j'ai voulu engager cette réforme. Le franc CFA cristallise de nombreuses critiques et de nombreux débats sur la France en Afrique. J'ai entendu les critiques. Je vois votre jeunesse. Il y a déjà un problème. Attendez, je vois votre jeunesse qui nous reproche de continuer une relation qu'elle juge post-coloniale. Donc, rompons les amarres. Mais dans les mêmes accords, monsieur, il a été clairement dit que nous, comment on appelle ça, sur les accords monétaires jusqu'ici en vigueur, les États de l'UEMOA avaient l'obligation de stocker au minimum 50% de leurs réserves de change au trésor français en contrepartie d'une garantie de convertibilité avec l'euro.
C'est sur la base d'accords. Quand on parle d'accord, il y a un qui a signé, puis il y a un autre aussi qui a signé. 8 pays sont allés signer avec un seul pays. Ça, c'est d'abord l'UEMOA. Je ne parle pas de l'autre côté, parce que le CFA sur le plan n'est pas qu'en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, c'est 8 pays ici, plus 12 comme de l'autre côté, qui sont allés signer avec un seul pays des accords. Disent, bon, c'est eux. Le Mali avait quitté le franc CFA, puis le Mali est revenu. C'est sa liberté. La Guinée a dit non, et depuis 1958, elle bat sa monnaie. Elle a même tenté d'intégrer le CFA à un moment donné, la France dans Burkina. Elle va avec des inflations, des difficultés, oui. Mais c'est d'abord la souveraineté de la Guinée de s'assumer. Donc, il y a aussi à passer. J'ai l'impression que nous passons notre temps à pleurnicher. La France lâche ma main, lâche mes pieds, laisse-moi, je vais aller. Donc, il n'y a pas, je pense, de mon point de vue, il n'y a pas à s'apitoyer. Où on veut rompre les amarres, on crée les conditions pour le faire, mais passer notre temps à pleurnicher. Vous pensez qu'elle ne sait pas? L'esclave qui enchaînait le maître qui enchaînait l'esclave là, il sait que les chaînes la font mal. Il sait. Parce que quand la chaîne, même quand il soulève là, souvent c'est lourd pour venir enchaîner. Il sait que la chaîne la fait mal au poignet. Donc ce n'est pas les pleurs là qui vont le déranger. Il en a besoin. Il a besoin de vous enchaîner pour son boulot. C'est de ces chaînes là que l'attaché en défense est allé dire à notre chef d'état-major, droit dans les yeux. Et lui a dit nous allons nous assumer. Là, il dit bien la suite on la connaît. Mais d'abord il y a la responsabilité de nos États, de nos leaders politiques et tout, de pouvoir effectivement, comme on appelle ça, se libérer. Il y a un discours à tenir vers ces personnes là, ceux qui nous gouvernent là, qui sont même dans les autres pays, qui sont actionnaires dans les entreprises françaises. Elles sont les a appelés là-bas. Ils sont allés prendre des actions parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Un beau matin, il se découvre qu'il a une fonction ministérielle ou présidentielle, je ne sais pas moi, et puis les pieds et poings liés. Mais je dis bien, mais il y a sa responsabilité. Donc on ne va pas passer notre temps aussi à tirer à boulet rouge sur la France sans exiger également des nôtres un minimum. C'est ça aussi. D'accord. Alors, un commentaire de juge Bougma qui sonne aussi comme un verdict de cette convocation-là. En tout cas, merci pour ces clés de lecture. Nous avons eu pour cette convocation Roland Bayala. Il est le porte-parole de la COPABF, coalition des patriotes du Burkina Faso. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une marche qui est prévue le 30 octobre prochain pour justement dénoncer ce que vous avez dit tout à l'heure, là, et avancer justement vos arguments et appeler la population à vous soutenir. On a eu vos clés de lecture. Merci d'être passé au tribunal de l'actualité. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation égale. Prendre rendez-vous demain pour la convocation, le jugement de la semaine. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.